Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Croisement. Croisement est une série de rencontres d'experts traitant de thèmes sur l'innovation. L'innovation est complexe à appréhender. Nombreuses sont les entreprises qui tentent de trouver les bonnes approches et les bonnes manières de collaborer pour être capables d'innover. Nous pensons que la transdisciplinarité peut aider à traiter ces sujets complexes. C'est pourquoi nous croyons beaucoup à la force des rencontres, pour interroger, imaginer, rebondir, réfuter, désapprouver, aimer, se divertir ou s'évader. Bonjour, nous sommes là aujourd'hui pour discuter autour de la thématique « Comment gérer des hommes dans l'aléa et le fortuit ». Nous accueillons Claude Lapendrie. Bonjour, je suis Claude Lapendrie, je suis médecin anesthésiste, réanimateur et urgentiste, orienté vers la médecine préhospitalière puisque j'ai participé à la création des SAMU, en Île-de-France en particulier, et j'ai dirigé le SAMU 93. Très impliqué dans les médecines de catastrophe, ayant été un des fondateurs du SAMU mondial, en collaboration avec le ministre Kouchner à l'époque, et j'ai été chef de mission gouvernementale sur des catastrophes en Amérique latine, au Moyen-Orient. Ma carrière hospitalière s'est terminée. Je suis maintenant conseiller médical en matière de relations internationales au sein de l'Assistance publique Hôpitaux de Paris pour faire valoir l'expérience française en matière de médecine d'urgence. Nous accueillons également Laurent Moisson. Bonjour, je suis Laurent Moisson, j'ai une formation d'historien et je suis entrepreneur. Je m'intéresse beaucoup en fait à la digitalisation de métiers qui sont traditionnels, via des investissements mais via également des créations d'entreprises. J'enseigne par ailleurs à Sciences Po Paris sur le leadership à l'épreuve du digital et je suis l'auteur de quelques ouvrages spécialisés sur le digital où j'essaye d'utiliser ma formation d'historien pour faire des parallèles entre ce que peuvent vivre les hommes d'aujourd'hui face à une rupture technologique majeure qu'est le digital par rapport à ce qu'ont pu vivre nos aïeux à des époques où il y a eu d'autres ruptures technologiques tout aussi importantes. Pour aborder ce vaste sujet de l'aléa et le fortuit, des situations de crise, je vous propose déjà de répondre un peu à cette question. Comment réagissent les gens majoritairement en situation de crise, en situation non contrôlée? Est-ce qu'on peut observer des comportements systématiques? Oui, moi c'est l'expérience médicale et c'est vrai que le fortuit, l'arrivée inopinée d'un événement médical, qu'il soit urgent ou pas, interroge beaucoup la médecine et il faut savoir s'y préparer. Et c'est une partie de l'enseignement des médecins que de savoir faire face à ces situations qui, lorsqu'elles évoluent, peuvent être très, très dangereuses pour le patient. Laurent, vous avez une spécialité en tant qu'historien, votre ancienne formation, ou un intérêt en tant qu'historien, votre ancienne formation, dans tout ce qui est technique militaire. Exactement. Alors malheureusement ou heureusement pour moi, je n'ai pas fait la guerre. Donc je vais vous parler de choses que je ne connais pas, la différence de Monsieur Lapendrie. Effectivement, on constate dans les lectures que j'ai pu approfondir et les discussions que j'ai eues avec des experts, que l'aléa et le fortuit révèlent un certain nombre de comportements humains en situation de crise, parfois qu'on ignore complètement alors qu'on connaît bien les gens. Donc qui peuvent être des situations d'héroïsme, où là on se dit il y a une sorte de transcendance de l'individu, ou alors au contraire, l'opposant étant une situation de panique qui annihile complètement la personnalité de quelqu'un. Et entre les deux, il y a à peu près tout, et d'ailleurs à des niveaux de stress qui sont très variables. Oui, les situations de crise, elles datent de l'origine de l'homme. On en a connu des très nombreuses avec des nombres de morts absolument incroyables. C'est les épidémies de peste, c'est les épidémies de choléra, sont les grandes catastrophes. Le problème, c'est la réponse. Et dans l'histoire des crises médicales, des grandes crises épidémiques surtout, il n'y avait pas de réponse. Il n'y avait pas de réponse médicale. Et c'est la société moderne qui a apporté des réponses aux situations de crise. Mon expérience en médecine de catastrophe, ça a été d'appliquer dans des situations genre tremblement de terre, inondations et autres, les techniques quotidiennes de prise en charge des urgences à un grand nombre de victimes. Peut-être juste un mot là-dessus. C'est intéressant ce que vous dites parce que finalement, là je lisais il n'y a pas très longtemps un ouvrage qui, une des citations, un ouvrage assez morne par ailleurs,
mais comme là aussi une transcendance, il y avait quelques phrases qui étaient assez intéressantes, notamment une qui disait que la plus grande découverte de l'humanité, c'était son ignorance. C'était en fait le fait qu'on ne maîtrise pas tout et qu'il va falloir, face à cette ignorance, chercher. Comme vous le disiez, c'est-à-dire qu'avant, on était dans un monde où il y avait énormément de malheurs, énormément d'éléments fortuits, mais on arrivait à l'expliquer par le système de valeurs globalement religieux, on va dire, avec une réponse à tout mystère qui existe sur cette terre. Un beau jour, avec les Lumières notamment, l'humanité s'est rendue compte que finalement, il y avait beaucoup de choses qu'on nous racontait, qu'on pensait savoir et que finalement on ne savait pas. Et c'est face à cette ignorance qu'on a commencé à dire, bon, comment on va réagir par rapport à ceci ou à cela ? Et là, on applique des méthodologies qui sont systématiques, qui progressent, qui s'adaptent, qui évoluent. Et finalement, en prenant conscience que c'est à l'homme de répondre à ces crises, on a réussi à avoir un niveau, une qualité de réponse qui n'a rien à voir avec celle qu'on pouvait avoir à une époque plus ancienne. Oui, vous êtes tout à fait dans l'axe de la recherche et de l'évolution d'ailleurs de la médecine, pour ce qui nous concerne. Il faut savoir que pour le malheur des hommes, le domaine dans lequel on a le plus avancé, c'est pendant les guerres. Ce sont les guerres récentes surtout qui ont permis de faire de grands pas dans la médecine d'urgence. On doit non pas s'en féliciter, mais s'en servir comme exemple pour pouvoir adapter nos techniques. Sur un plan beaucoup plus pratique, dans le passé, il y a quand même des médecins dont les noms sont célèbres qui ont essayé de s'intéresser à cette survenue fortuite d'événements graves et qui ont essayé d'adapter une médecine un peu plus moderne que ces médecines traditionnelles et d'essayer de transformer cette médecine qui était basée surtout sur des principes religieux et culturels, comme vous le disiez d'ailleurs, pour en faire une science beaucoup plus exacte. Vers le XIe siècle, le médecin iranien Avicenne a été un des premiers à essayer de sortir de cette image de la médecine qui était basée sur le chamanisme ou l'équivalent, pour en faire une médecine moderne. Ensuite, ça a évolué. Paracels aussi a été un de ceux qui ont manipulé cette nouvelle médecine et pour le bien de l'humanité, parce qu'il fallait sortir de cet ensemble de croyances qui n'aboutissaient à rien et qui ne soignaient rien du tout. Et on a fait des progrès grâce à ces raisonnements de médecins qui sont rentrés dans la réalité. Vous avez parlé de la guerre, crise s'il en est, puisque vous parliez des grandes épidémies, notamment la peste. Finalement, la peste arrive souvent, alors c'est pas vrai complètement, puisque les grandes pestes noires sont plutôt des pestes importées par des commerçants que par des militaires, mais une fois qu'elles sont en Europe, généralement, les épidémies suivent les armées. Donc vous avez ce premier élément qui est assez en phase avec les grandes crises finalement militaires et guerrières sont suivies généralement, ou en tout cas arrivent avec des crises épidémiologiques. On dit ça ? Oui. Épidémique, c'est mieux. Voilà, mais c'est plus court, je trouve ça moins chic. Mais des grandes crises épidémiques. Et en fait, ces crises qui font progresser l'humanité sur la médecine font également progresser énormément de systèmes et la technologie en général. C'est dans ces grandes guerres, en général, qu'on essaye de déployer les nouvelles armes. Vous prenez la guerre de 14, la guerre de 14-18 a été une boucherie, notamment parce qu'on n'imaginait pas les dégâts que ces nouvelles armes de l'ère industrielle allaient faire sur des troupes qui étaient très peu protégées. Il n'y avait pas de chars d'assaut à l'époque, ou très peu. Les avions, c'était des sortes de cartons volants, mais enfin, c'était pas beaucoup plus que ça. Et donc, il y a eu un déploiement de ces armes pour une efficacité, parce qu'il fallait gagner. À partir du moment où vous avez cette motivation qui est soit de sauver, dans votre cas, soit de gagner dans le cadre d'une guerre, vous avez une mobilisation extrêmement forte de tous les talents humains derrière cette cause qui est la victoire. Et là, du coup, on vit, en tout cas dans les guerres modernes, ce qui est très différent des guerres anciennes, où il y avait finalement peu d'innovations. Alors, il y a des innovations tactiques, mais pas beaucoup d'innovations, au niveau de l'armement lui-même. Et ce qui est intéressant, c'est que derrière cette innovation au niveau de l'armement,
va se greffer une innovation tactique. C'est-à-dire que la nouvelle arme arrive, on se rend compte de sa puissance, de son pouvoir, et derrière, on va se dire comment est-ce qu'on peut finalement l'intégrer dans un groupe humain, et comment est-ce qu'on va pouvoir organiser ce groupe humain autour de l'arme, et non pas de faire le contraire. Vous touchez le point le plus délicat. Le développement des armes modernes, la guerre de 14 a été le plus bel exemple, nous a obligés, nous, corps médical, à développer la réponse médicale sur des sujets qu'on ne connaissait absolument pas. Les bombardements ont entraîné des plaies absolument fantastiques au niveau du visage en particulier. Tout le monde connaît le problème des gueules cassées. Ça a été pour la chirurgie de guerre une nouveauté fantastique de réparer ces gens qui avaient perdu la moitié de la face et tout. Et donc, ça a permis le développement d'une chirurgie réparatrice qu'on ne connaissait pas jusque-là. Même chose pour les gaz. C'était la première fois que les gaz étaient utilisés à des fins mortelles et il a fallu trouver la contrepartie médicale. Et chacune des nouveautés dans l'armement que vous citiez a dû avoir son pendant médical pour les soins. Et le pire ayant été la bombe d'Hiroshima et Nagasaki, c'est-à-dire il a fallu lutter contre les conséquences des armes nucléaires. Et là encore, on en est à chercher des réponses pour protéger les populations. Donc ce progrès des armes a entraîné un progrès de la médecine à son corps défendant. Puisqu'on parlait de 14-18, on sait tous que ça a été une hécatombe sans précédent. On a invoqué une responsabilité des militaires qui dirigeaient les opérations. J'en profite pour vous poser la question justement de la responsabilité des leaders dans les situations incertaines comme celle-ci. Est-ce qu'il y a des figures qui se dégagent ? Est-ce qu'il y a des techniques qui marchent mieux que d'autres ? Alors d'abord, à mon sens, il y a un système. Oui. Un pays en temps de paix, une entreprise en situation calme ou plutôt de croissance raisonnable, n'a rien à voir avec un pays en temps de guerre et une entreprise sous stress. Il est très compliqué, en tout cas beaucoup plus compliqué pour quelqu'un qui va être innovant, pour un inventeur ou pour tout simplement quelqu'un qui a une conception de l'organisation ou une conception morale appliquée à l'organisation qui est un petit peu innovante et différente, de s'imposer dans un monde plutôt stable où il n'y a pas un stress monstrueux. On dit souvent que en fait, l'innovation humaine ne progresse que d'un enterrement à la fois. C'est-à-dire qu'il faut que les porteurs d'une certaine autorité disparaissent avec sa génération, avec ses valeurs morales, etc., pour laisser place à des gens qui ont été façonnés par, on va dire, une conception un petit peu différente, de prendre le pouvoir et du coup de déployer cette nouvelle conception, cette nouvelle chaîne de valeurs et cette nouvelle société. Donc, quand vous arrivez dans une situation de crise, comme peut l'être une guerre, là, c'est pas simplement un enterrement à la fois, c'est-à-dire mes parents pensaient que, mes parents ne sont plus là, donc moi je vais prendre la place de mes parents et je vais déployer mon propre système de valeurs. Là, vous avez une confrontation avec l'ennemi, et donc vos idéaux, vos valeurs sont immédiatement comparés en matière d'efficacité à ceux des gens auxquels vous êtes opposés. Et si ça ne marche pas, si vous perdez, il faut réagir immédiatement. Soit vous restez dans un dogmatisme moral, religieux, tactique ou je ne sais quoi, une conception que vous avez bien en vous, et vous n'êtes pas capable de vous rebeller par rapport à ce système moral, et à ce moment-là, c'est la défaite assurée, sauf quand vous avez la chance d'être façonné par un système moral qui enfante d'une stratégie et d'une tactique qui est supérieure à celle d'en face. Expliquez peut-être un petit peu. Ouais. Donc, parfois, vous ne le savez pas, mais vous avez été façonné par le meilleur système. Et vous n'êtes pas obligé de le remettre en cause, puisque de toute façon, il s'impose. Vous prenez les armées occidentales à la période coloniale. En face, il y en a d'autres qui ont été complètement broyées par l'efficacité de ces armées. Et donc, c'est pas pour ça que les gens qui faisaient partie de ces armées françaises, au contraire, ne se sont pas remis en cause, tellement ils étaient dans un système tactique qui était, en tout cas, plus efficace que celui d'en face. Par contre, quand vous êtes en face d'un ennemi qui est à peu près de votre niveau ou qui est supérieur, vous êtes obligé de challenger, de remettre en cause votre système organisationnel, votre système moral. Et ça, c'est probablement ce qu'il y a de plus dur pour un être humain. C'est-à-dire être capable de mettre en place, de reconcevoir un système de valeurs avec une hiérarchie. Et le système de valeurs, c'est fondamental.
C'est ce qui vous dit que ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est mal. Vous confirmez, Claude? C'est comme ça que vous... Oui, c'est pas facile à appliquer à la médecine qui a son cheminement qui s'éloigne quelque peu de ce qui vient d'être développé, dans la mesure où on est en train d'assister à une révolution technologique qui modifie complètement les rapports. Autant au siècle dernier, le 20e et début du 21e, on avait des grandes têtes pensantes de la médecine qui étaient aussi en même temps des humanistes de premier plan, des héritiers de cette médecine qui prenaient à la fois la philosophie et la science pour en faire quelque chose qui gardait un caractère humain. Ces grandes têtes, ces grandes figures ont petit à petit disparu. Je peux prendre des noms comme ça, Jean Bernard, Hamburger ou d'autres. Ils n'ont pas été remplacés par l'équivalent, dans l'acception du terme, d'humaniste. Et on a maintenant des brillants chercheurs, des brillants professeurs de médecine, mais qui sont très focalisés sur l'aspect purement scientifique, avec le danger, qui est en permanence révélé par la presse, par les journaux spécialisés surtout, d'avoir des dérives eugéniques ou autres qui mettent en péril le développement de l'humanité au sens où on l'entend. Et donc on aurait besoin que des gens nous remettent dans l'axe. Alors il y a un comité d'éthique national en France qui s'y intéresse de très près, c'est vrai. Au niveau international, il y a des alertes qui sont données. Récemment, il semblerait qu'un Chinois ait modifié le gène de 2 enfants qui sont nés pour les rendre inactifs par rapport au sida. Ça a été une révélation et la communauté scientifique, médicale, mondiale a crié à l'horreur, à juste titre, parce qu'on ne sait pas jusqu'où on va aller. Donc on doit se méfier d'être confronté à l'enterrement de ce qu'il y avait avant et de prendre tout ce qui arrive sans avoir de garde-fou. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Le garde-fou est indispensable et qui va avoir la responsabilité d'être ce garde-fou? Est-ce que ce sont les politiques? Est-ce que ce sont les religieux? Est-ce que ce sont... Enfin, on n'a pas la réponse. Enfin, je ne connais pas la réponse et je ne sais pas si elle existe. Non, tout à fait. Et vous avez peut-être pour illustrer le point sur justement cette confrontation d'abord avec son propre système moral. Un exemple que j'aime beaucoup, c'est la guerre entre Hannibal, donc carthaginois, et Rome. La guerre punique, la dernière en date, où finalement Hannibal, qui était un génie militaire comme peu ont existé dans l'histoire de l'humanité, avait lui une certaine liberté par rapport à un système moral qui était très installé, surtout chez les Romains. Les Romains, ils avaient un élément de morale militaire très important qui s'appelait la pietas. La pietas, c'est la conviction que si vous vous comportez comme un honnête homme sur le champ de bataille, si vous faisiez ce que les dieux attendent d'un soldat, et que globalement vos prêtres priaient mieux que ceux d'en face, alors vous méritiez la victoire. Donc les Romains avaient développé tout un système où d'abord, c'était assez drôle puisqu'on n'était pas du tout dans l'exclusivité religieuse, c'est-à-dire que beaucoup de civilisations reconnaissaient l'existence des dieux d'autres civilisations. Et c'était un petit peu, bon, les miens sont plus forts que les leurs, ou alors, bon, on ne sait pas trop, donc on va prier les deux, on va donner des offrandes aux dieux des Carthaginois, et puis si ça se passe bien, on sera remercié. Deuxième élément important de cette pietas, c'est que la ruse en est exclue. Si vous rusez, alors vous êtes un peu fourbe, et donc les dieux vont vous en vouloir. Donc vous avez un système, finalement, en application de ce système de valeurs et de ce système moral, vous avez un système tactique qui est extrêmement prévisible. C'est-à-dire que déjà, les légions romaines, les légionnaires, qui pourtant n'étaient pas des soldats professionnels, à la différence des mercenaires d'Hannibal, avaient une réputation sur le champ de bataille qui n'était plus à faire, qui étaient des gens très rugueux, très courageux, qui se battaient pour un système, etc. En face, Hannibal, lui, savait que la pietas, c'était quelque chose de très important pour les Romains. Et donc, dans toutes ces premières victoires, qui sont des véritables triomphes, la bataille de Cannes, c'est un anéantissement de l'armée adverse, avec des astuces, des ruses qui ont fonctionné à plein. Et là, vous voyez en face les Romains qui, désastre après désastre, doivent réaliser que leur système de valeurs n'est plus le bon. Et là, vous avez au Sénat des débats enflammés sur... vous voyez bien, ça ne marche pas. Il y a des gens qui disent « Attendez, c'est absolument impossible. On est en train d'insulter nos dieux, d'insulter nos ancêtres, d'insulter tout ça. » Donc vous voyez bien que le premier élément sur comment est-ce que je vais pouvoir réagir face à un élément donné, d'abord, vous avez ce système moral qui est un carcan ou pas.
quand vous parlez de la médecine d'aujourd'hui, on est déjà dans un système de pensée occidental où la science est reconnue comme quelque chose d'important et qui n'est pas reconnue comme quelque chose d'inférieur à la religion, par exemple. Vous prenez des sociétés qui sont un peu plus anciennes, ou même des sociétés qui continuent à exister, mais qui vont être plus religieuses ou plus traditionnelles. J'imagine que certains actes médicaux ou certaines recherches sont tout simplement impossibles à mener parce que ce carcan moral continue à faire son effet. Donc c'est pour ça que je répondais à votre question sur comment est-ce qu'on réagit dans ces systèmes de guerre, etc., en disant les leaders, etc. Les leaders sont enfantés par un système qui est un système de paix, puisqu'on va à l'école militaire, on apprend des choses, pareil, on va faire ses classes en école de commerce, en école d'ingénieur, on apprend le management dans une grande entreprise, et puis un beau jour, vous êtes confronté à un élément nouveau qui va mettre à l'épreuve tout ce que vous avez pu apprendre. Et le premier élément, c'est votre agilité par rapport à ce système de valeurs, à cette planification. En tout cas, d'un point de vue militaire et d'un point de vue managérial, vous voyez que les plus grands génies sont des gens qui arrivent à s'en détacher sans pour autant le fouler aux pieds. Si vous foulez aux pieds un système moral, même à raison, il y a certains révolutionnaires qui sont partis il y a des siècles avec des idées qui aujourd'hui sont admises par la plupart, mais qui étaient trop en avance, donc en décalage total par rapport au système de valeurs de leurs contemporains. Si vous êtes trop loin, vous ne serez pas suivi. Parce que le système moral, c'est quelque chose de très important pour tout le monde. Et donc, il faut que, à la guerre, comme dans l'entreprise, vous puissiez avoir un socle commun de communication. Après, vous pouvez apporter certaines ruptures, certains aménagements, ou alors jouer sur certains éléments contradictoires de ce propre système de valeurs. Mais ça, déjà, il faut que ces grands génies, ces grands leaders, encore une fois, un leader, c'est pas forcément un chercheur, c'est pas forcément un innovateur. Un innovateur peut se permettre d'être très innovant et ne pas avoir cette obligation de communication et d'entraînement. Un leader est obligé d'entraîner. Donc il doit comprendre cette innovation et en même temps faire le pont qu'il y a avec le système actuel qui est globalement partagé par ses troupes, qu'elles soient employées ou soldats. Oui, on a du mal à situer dans l'échelle des valeurs que vous évoquez. Dans le milieu médical, qui est celui que je connais le mieux, on a une inégalité de répartition sur la planète. L'échelle de valeurs n'est pas la même au Moyen-Orient ou en Asie ou en Amérique latine qu'en Europe occidentale. Et on s'aperçoit, et c'est peut-être un bien, que lors des catastrophes, surtout beaucoup moins pour les guerres, mais lors des catastrophes, heureusement que l'échelle de valeurs qui tient compte de la culture et de la religion va permettre d'accepter plus facilement un nombre important de victimes, enfin les énormes troubles engendrés par des catastrophes naturelles. Pour avoir participé à un certain nombre de missions sur des tremblements de terre en Amérique latine ou au Moyen-Orient, ma personnalité européenne me faisait ressentir différemment la situation que les habitants, les autochtones, et tant mieux s'ils supportaient mieux que moi cette horreur qui était des milliers de victimes à prendre en charge. Alors je ne dis pas qu'il faut revenir à des valeurs antérieures pour pouvoir accepter des situations dramatiques, mais il faut savoir en tenir compte. Je garde présent à l'esprit, dans la religion islamique, il y a un dicton qui dit « Mektoub », c'était écrit. Et je me souviens, j'étais médecin au Maroc, je faisais mon service militaire, et dans l'infirmerie dont je m'occupais, un jour, un papa m'a amené sa fille dans les bras. Elle était morte, elle s'était noyée dans une bassine. Ça a été pour moi, j'étais pas habitué à voir des enfants morts. Pour moi, c'était dramatique. Et lui, il est arrivé en me disant « Mektoub », c'est-à-dire c'était écrit. Et ça permet d'assimiler plus facilement une situation dramatique. Et mis à l'échelle d'une grande catastrophe, c'est aussi réagi de cette façon-là. Et il faut donc pouvoir confronter les échelles de valeurs et ne pas trop, tant qu'on n'a pas la solution miracle pour éviter ces drames, il faut respecter un certain nombre de croyances et de comportements qui permettent de mieux assimiler des situations dramatiques. Alors, j'imagine, donc vous parlez de ce système de valeurs, mais vous avez aussi parlé d'humanisme, vous avez parlé d'approche éthique. J'imagine qu'il y a des valeurs universelles. J'ai une question qui est peut-être un peu naïve, mais est-ce qu'il faut être quelqu'un de bien pour être un leader ? Ou au moins savoir communiquer, donc se faire entendre de l'autre, ou être empathique, ou être courageux, incarner d'une certaine façon ces valeurs
universel? Ça serait d'avoir toutes les qualités que vous venez de citer. Je ne sais pas s'il existe une personnalité qui est capable de les présenter tout à la fois. Je pense que tout dépend du mode de désignation du leader. Des leaders peuvent être élus, peuvent être désignés, peuvent être recrutés sous forme de concours ou autre, ou de l'expérience. Et donc, en fonction du mode de désignation du leader, on va peut-être avoir des critères différents. Quand un leader est désigné au sein d'une entreprise ou s'il est désigné par ses pairs, ce sont eux qui vont fixer les critères de désignation, ce qu'ils attendent de leur leader. Et si jamais c'est pas fait comme ça, le leader sera contesté et n'aura sûrement pas une grande longévité. Enfin, c'est comme ça que je le ressens. Et donc, dans le milieu médical, on a des leaders aussi. Et là encore, il nous arrive d'être confrontés à des leaders qui n'ont pas le charisme, qui n'ont pas les qualités qu'on imaginait. Et c'est souvent des échecs, ou en tout cas, ce ne sont pas des réussites. Alors, je suis parfaitement d'accord avec vous. Je crois que c'était Richelieu qui disait ça, que les qualités finalement domestiques, les qualités privées d'un homme, qui faisait d'un homme un honnête homme, à l'époque on disait homme, c'est comme ça, étaient généralement des qualités qui apportaient le malheur à l'État. Donc, Richelieu, quand il dit quelque chose, il faut quand même l'écouter, parce que c'est probablement l'un des plus grands hommes d'État que la France ait jamais connu. Et il est absolument catégorique. Bon, après, je pense que lui, pour le coup, c'était pas forcément un type, un homme bien, comme on peut l'entendre de nos jours. C'était quelqu'un... Lui disait, la trahison, c'est juste une question de date. Donc, il n'avait pas tellement de problème avec ça. Et donc, il opposait complètement les vertus domestiques aux vertus d'un meneur à très grande échelle. Ça marchait peut-être pour l'époque. Aujourd'hui, il faut probablement le tempérer, et je ferai plusieurs cas différents. Vous avez ce que j'appelle moi les capitaines de beau temps, les capitaines de tempête. Donc dans l'entreprise, les crises, même si elles existent, il faut quand même prendre un petit peu de recul, même si on a l'impression maintenant que l'entreprise, ça y est, c'est l'alpha et l'oméga de l'humanité, et que quand on a un problème au travail, on a un problème dans la vie qui est monstrueux. Bon, ça c'est propre à notre époque, mais enfin à une autre époque, les gens faisaient bien la part des choses entre leur vie et leur travail. Aujourd'hui, on mélange un peu tout ça, je ne sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien, mais en tout cas c'est comme ça. Et globalement, les crises qu'il y a dans l'entreprise n'ont rien à voir avec des crises comme les guerres, les épidémies et ce genre de choses. Et vous avez un certain nombre d'entreprises qui fonctionnent bien, où on peut se permettre d'attirer des talents qui sont des gens bien, qu'on va manager avec des managers qui sont des gens bien, avec une ambiance qui est plutôt sympa, et des clients qui sont eux-mêmes, qui partagent cette même éthique. Alors là, c'est merveilleux. Et vous mettez là-dessus ce que l'histoire appelle un grand homme, il casse tout. Ils cassent tout parce que ce sont généralement des gens très égotiques, qui sont parfois brutaux, et qui, face à tout le monde, vont dérouler leur propre opinion sans tellement tenir compte des autres. C'est ce qui fait qu'un De Gaulle a pu rester debout alors que tout le monde disait « ben non, c'est pas possible », qu'un Churchill a fait de même. Donc, dans certaines situations de crise, c'est pas vrai que quelqu'un qui est quelqu'un de bien sans plus que ça, qui va toujours se remettre en cause, etc., qui va être gentil avec son voisin, ça, pour moi, il n'y a pas de corrélation. Et c'est un mode de management qui, quand on y adhère complètement, interdit quasiment le management de crise. Vous avez, par contre, moi j'en ai rencontré, des individus qui savent faire les deux. C'est beaucoup plus rare. D'ailleurs, ils ne sont pas forcément les meilleurs dans l'un et dans l'autre, mais en tout cas, ils savent passer de l'un à l'autre. Mais globalement, encore une fois, le capitaine de tempête, c'est pas le même que le capitaine de beau temps. Le capitaine de tempête, il prend des décisions seul, parce qu'il faut aller vite, il les impose à tout le monde, et tout le monde, même s'ils disent « ouais, mais peut-être que c'est pas comme ça qu'il faut faire, on n'a pas le temps, donc on est là pour appliquer ». Et donc, il va essayer de se faire obéir au doigt et à l'œil pour que son système implémente le plus vite possible les décisions qui sont prises. Ça ne marche pas dans certaines autres situations. Oui, le milieu de l'entreprise, je le connais mal, mais on a essayé de développer le concept de l'hôpital-entreprise, qui a été, dans la dernière décennie, ou même les 2 dernières décennies, un des éléments du développement hospitalier, voulu en tout cas par nos tutelles.
Ça a été très mal ressenti par le milieu médical de vouloir comparer le fonctionnement d'une entreprise avec le fonctionnement hospitalier, avec toutes ses valeurs, dans la mesure où l'entreprise concourt au sens littéral du terme, à une expression assez unique de production de quelque chose qui est palpable ou pas. L'hôpital, c'est quand même un agrégat d'intelligence médicale qui travaille concomitamment, mais avec chacun leur objectif. Le cardiologue n'a pas le même objectif que le radiologue dans le développement, même si ça concourt à soigner les mêmes malades. Et vouloir en faire une entité entrepreneuriale, ça a beaucoup gêné les leaders de la médecine, parce que chaque chef de service avait sa conception de son management propre. Il recrute lui-même ses collaborateurs, il a un charisme avec ses élèves. Et vouloir noyer tout ça dans un esprit entrepreneurial, ça a très mal passé. Et c'est très contesté par le milieu médical, qui voudrait qu'on revienne à des valeurs un peu plus anciennes, mais qui permettent de garder un contact humain entre les équipes qui travaillent, dans la mesure où on n'est pas sur une chaîne de production. Chaque malade est un individu différent, il n'a pas le même comportement que celui qui est passé avant, etc. Donc on est loin du modèle que vous avez développé précédemment, dans la mesure où on voit mal comment l'adapter. Pour aller un petit peu plus loin par rapport à ce que je viens de dire, vous prenez par exemple une démocratie comme la démocratie française. Aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas arriver, je parle des leaders politiques, aujourd'hui les leaders politiques ils sont coincés en fait. Ils ne se feront pas élire s'ils ne montrent pas qu'eux-mêmes sont des gens bien, qui portent les valeurs de l'entreprise, que ça pourrait être un peu notre ami avec qui on passe un bon week-end et qu'on trouve formidable. Bon, alors vous multipliez ça par le nombre de sous-segments de votants en France avec des particularismes et des causes qui ne sont pas toujours les mêmes, voire qui sont antagonistes. Alors vous imaginez la complexité pour un homme politique d'arriver à ratisser large en essayant de passer pour l'ami de toutes ces communautés. Bon. Et à partir du moment où ils arrivent au pouvoir, là, on leur demande de prendre des décisions, de réformer, d'avancer, de faire tout ça. Je tiens, quant à moi, que c'est impossible. C'est-à-dire qu'on demande à nos hommes politiques un petit peu ce qu'on demanderait à un coureur cycliste, c'est-à-dire de grimper l'Alpe d'Huez à 35 km/h de moyenne et de pas se doper. Et le type, il se dope pas et il le monte à 22, vous dites, finalement, j'ai plus envie de l'encourager. Donc d'un côté, on dit il faut qu'ils soient propres, il faut qu'ils aillent vite, et puis de l'autre côté, quand ils sont plus propres, ils nous intéressent plus. Les hommes politiques, c'est pareil. On attend de plus en plus de nos leaders qui soient inspirants, gentils, qu'ils aient jamais fait la moindre fraude de leur vie, qu'ils soient en fait exemplaires, et en même temps qu'ils soient leaders. Donc, qu'est-ce qu'ils ont développé ? Ils ont développé des postures, des mensonges. Alors avant, c'était assez simple finalement, parce que les médias étaient assez centralisés, relativement contrôlés, et il y avait une éthique, en tout cas en France, sur cette sacro-sainte vie privée. C'est-à-dire qu'on ne rentrait pas trop dans le détail. Et quand vous avez un journaliste qui vient pendant 1 heure avec une caméra, c'est facile pendant 1 heure de jouer le personnage que vous voulez jouer. Maintenant, avec les réseaux sociaux, avec Twitter, avec Facebook, avec les téléphones mobiles, n'importe quelle photo qui est prise à n'importe quel moment et qui est partagée, peut finalement démontrer que la personne qui essaye de vous envoyer l'image qu'elle a travaillée est un imposteur. Et ça nous ennuie, on en fait des scandales, on en fait nos choux gras. Donc, dans un système démocratique, je pense que cette fonction de leader et tout ce que je vous ai raconté sur les valeurs privées, domestiques versus les valeurs d'un grand manager, c'est compliqué à implémenter. C'est pas encore le cas dans l'entreprise. L'entreprise n'est pas une démocratie et c'est globalement accepté par beaucoup d'employés. Il y a des employés qui vous disent ok, il est vachement sympa mon chef, mais il prend pas une décision. Et moi, je suis désolé, mais j'ai besoin que quand je vais le voir, j'ai pas besoin qu'il me remonte le moral ou qu'il soit sympa avec moi. Pour ça, j'ai mes copains, j'ai mes collègues, j'ai tout ça. Ce que j'attends de lui, c'est qu'il tranche, pour moi ou contre moi, mais au moins que les choses soient claires. Donc, il y a une acceptation, et c'est pour ça que même si tout le monde vote pour en disant est-ce que vous voulez que la personne qui vous représente, votre leader, votre manager, je ne sais qui, soit bien, soit pas... Tout le monde dit oui. Mais après, la réalité, c'est que sous le feu, les gens suivent les vrais chefs. Et les vrais chefs ne sont pas toujours les gens les plus sympathiques, les plus ouverts, les plus cultivés, les plus ce que vous voulez. Voilà. Vous avez abordé le problème des réseaux sociaux.
Le médecin, par vocation et par formation, il est son propre leader parce qu'il est confronté à son malade et les décisions lui incombent et il peut partager un certain nombre de décisions avec des collègues parce que quelquefois on n'a pas la science infuse pour faire face à toutes les difficultés, mais il est mono-entrepreneur face à son malade et il est confronté de plus en plus aux réseaux sociaux. C'est-à-dire que les collègues le racontent, même dans leur cabinet, ils ont des patients qui viennent les voir qui ont déjà en tête un certain nombre de connaissances qu'ils sont allés chercher sur Internet. Ils vont le confronter avec ce que le médecin qu'ils sont venus consulter va leur dire. Et quelquefois, ça ne se passe pas bien parce qu'il y a une contestation. Et ça, c'est très, très mal ressenti dans le corps médical. Alors, on le voit aussi à l'hôpital. Alors, on a développé un certain nombre de pare-feux. Par exemple, le deuxième avis médical qui commence à devenir assez répandu de manière à ce que la personne ait un recours si elle n'a pas confiance ou si elle se pose des questions. Mais cette nouvelle forme de divulgation de l'information, qu'elle soit vraie ou fausse d'ailleurs, parce qu'en plus, sur le plan médical, quand vous allez sur Internet, il y a plus de 50% des informations qui circulent qui sont fausses, qui sont même dangereuses pour le malade, mais les patients vont le consulter. Donc on va avoir besoin quelque part de remettre d'aplomb le système. Mais moi je ne vois pas la solution, parce que remettre en cause le réseau social, je crois que aussi bien au niveau politique qu'au niveau scientifique, il n'y a pas de solution. On ne peut même pas supprimer les fake news. Donc on a là une évolution de la société qui, au regard de la médecine, pose un énorme problème pour le futur. Revenons un petit peu sur ces leaders en situation de crise ou de manque d'information. Est-ce que vous avez pu observer des typologies de personnes ? Une question difficile. Pouvoir définir ce qu'est un leader, je pense que ça doit tenir compte de l'environnement dans lequel on va situer son mode de fonctionnement. Les leaders autodésignés sont peut-être pas ce qu'il y a de mieux, mais pour avoir moi-même avoir été leader sur l'émission internationale dont vous parliez, dans mon curriculum, et pour avoir ensuite continué à gérer le SAMU mondial pour faire partir des équipes sur des situations catastrophiques, c'était la grande interrogation. Quel type de leader on allait trouver ? Alors, on avait mis des critères en disant l'expérience antérieure qui compte, le charisme, enfin un certain nombre. Mais il faut bien un jour commencer. Je reconnais qu'on a fait des erreurs dans le choix, parce que je ne pense pas qu'il existe un modèle unique qui pourrait s'appliquer à un chef d'équipe pour ce qui me concernait, les équipes médicales de métiers de catastrophe, mais ça doit être dans d'autres domaines. J'ai été aussi médecin sur des rallyes automobiles, et il faut pouvoir entraîner avec soi des gens. Il m'est arrivé de renvoyer chez eux des membres de l'équipe parce qu'ils ne supportaient pas un certain nombre de circonstances, de situations d'attente. Par exemple, sur une catastrophe, un tremblement de terre, une grande partie du temps des équipes de secours médicales que je représentais étaient dans l'attente de l'extraction de survivants de la recherche. Et j'avais dans mes équipes des médecins, des chirurgiens, et les chirurgiens ne supportaient pas d'être les mains dans les poches et de ne pas avoir à s'occuper de patients. Il faut attendre qu'on en sorte. Plus les jours passent, moins on trouve de survivants. J'en ai renvoyé chez eux en disant non, il faut retourner dans votre hôpital où vous aurez un programme opératoire tous les jours. Là, on n'est pas dans les mêmes circonstances. Donc, le rôle de leader, il sort pas de terre comme ça. Il doit s'adapter aux circonstances, et je ne pense pas être capable de vous fournir le portrait magique du bon leader dans mon domaine. Alors, il y a les bons leaders et les mauvais leaders. C'est comme les chasseurs. Non, mais moi, je suis parfaitement en phase avec ce que vous dites. C'est compliqué d'avoir le portrait robot. Après, il y a quand même un certain nombre de traits. D'abord, ces traits doivent être, comme je le disais tout à l'heure, complètement enracinés dans une culture. On ne va pas demander à un leader en Inde ce qu'on demande à un leader en France, et on ne va pas demander à un leader en France ce qu'on demande à un leader dans les pays du Nord. Vous arrivez en tant que Français, en tant que chef au Danemark, dans une salle de réunion, vous vous levez et vous commencez à faire ce qu'on attend de nous en France. Les gens vont dire, non mais il se prend pour qui ? Puisqu'on est dans un pays beaucoup plus consensuel, il y a des codes qui sont très différents. Donc, première caractéristique d'un leader efficace, c'est sa capacité à avoir une adhésion, une adhérence avec les éléments culturels, business ou militaires ou peu importe. Ensuite,
Alors moi, je me suis amusé dans un de mes ouvrages à faire 4 grandes caractéristiques qu'on peut croiser. On oppose souvent les visionnaires aux gens un petit peu plus conservateurs. Et on dit, voyez, les visionnaires, ils voient les choses avant, c'est eux qui emmènent les choses, et c'est eux qui gagnent à la fin. En fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a beaucoup de gens qui sont assez conservateurs, qui finalement finissent par l'emporter, parce que le visionnaire, parfois, il a raison trop tôt, et voilà. La vraie différence, ceux qui gagnent versus ceux qui perdent, c'est pas tellement dans la vision ou pas d'un leader, c'est sur son pragmatisme versus son dogmatisme. Soit on a quelqu'un qui va s'adapter à une situation et qui va remettre en cause sa propre vision, voire même se dire j'ai pas de vision, mais en fait je m'adapte à celle de mes concurrents ou de mes ennemis. Soit vous avez des gens qui vont rester complètement dans leur carcan et dire moi de toute façon la réalité autour ça ne m'intéresse pas, je sais que j'ai raison. Et c'est là où vous voyez la différence entre ceux qui fonctionnent et ceux qui ne fonctionnent pas. Donc ça, on va dire, ça s'applique bien à un modèle assez visionnaire de ce qu'est un leader. Mais un leader, ça n'est pas qu'une vision. C'est aussi un management, c'est aussi une exemplarité, malgré tout ce que j'ai dit tout à l'heure. L'exemplarité, dans certains cas, doit fonctionner. Et là, il y a une vertu, en tout cas, dans l'entreprise, on va dire dans la plupart des cas, mais surtout dans les situations militaires, c'est le courage. Vous ne pouvez pas être un bon leader si à un moment donné, par rapport, et j'imagine que c'est pareil pour les médecins, par rapport à une situation de stress, si vous perdez tous vos moyens. Et on a, encore une fois, je parlais tout à l'heure des capitaines de beau temps, vous avez des gens qui sont très très bien, très sensés, très très pertinents, très suivis dans une situation normale de température et de pression. Et là, il y a une donnée qui change, la pression arrive et il va complètement s'effondrer. Donc, la première caractéristique, vertu personnelle, on va dire, d'un leader, ça doit être son courage. Vous venez de toucher le point sensible, c'est-à-dire c'est l'adaptation à la situation qui se modifie. Parce que quand tout va bien, le leader, il suit son bonhomme de chemin qu'il a fixé avant, et puis lorsqu'apparaît un événement exceptionnel, plus ou moins grave, l'adaptation à la nouvelle situation est quelque chose qui va permettre de différencier le bon leader du mauvais leader. Il y a le courage, mais il y a aussi le raisonnement immédiat, la faculté de trouver les ressources dans l'environnement immédiat pour pouvoir faire face. Pour avoir vécu des situations identiques, je prendrai comme exemple, j'étais le médecin du Paris-Dakar quand Thierry Sabine a eu son accident. Ça a été un drame fantastique parce qu'on a perdu un grand leader, mais il a fallu continuer la course. Je veux dire, le show must go on, et il a fallu remonter le moral des troupes et tout. Donc, il y a une faculté d'adaptation qui n'est pas toujours évidente, suivant les circonstances, parce que si l'événement intercurrent a des conséquences dramatiques sur le matériel, sur le personnel, on n'a pas toujours toutes les ressources. Il faut aller peut-être les chercher à l'extérieur. Donc, c'est peut-être là qu'on a le moyen de juger. Alors, on ne va pas créer, évidemment, artificiellement un événement grave pour voir si, et encore qu'avec les simulations, on a maintenant, nous, dans l'enseignement médical qu'on pratique, en particulier dans la médecine d'urgence, on a développé les matériels de simulation avec des scénarios qui sont modifiables en permanence grâce à l'intelligence artificielle. On forme les gens pour les confronter à des situations dramatiques avec une aggravation progressive ou immédiate, ce qui nous permet quand même d'avoir un jugement assez sain sur l'individu qui est en formation. Là, je pense qu'on arrive un peu au bout du podcast. Vous allez peut-être chacun de votre côté faire une conclusion. Je vous rappelle la thématique initiale qui est comment gérer des hommes dans des environnements incertains, ou qu'est-ce que ça signifie de gérer des hommes dans l'aléa et le fortuit. Moi, je voulais juste dire que l'aléa et le fortuit, c'est le propre de la médecine d'urgence. Les situations de médecine d'urgence, elles ont 2 facettes. Ça peut être simplement l'évolution d'une situation normale ou maladive, mais qui va s'aggraver. Et là, c'est prévisible. On peut faire de la prévention, de la formation. Et il y a des grandes campagnes qui sont faites nationales pour dire quand vous avez une douleur dans la poitrine, faites le quinte, faites ci et que ça pour les accidents vasculaires. On a cette possibilité de prévention. Donc on peut prévenir, entre guillemets, se préparer à l'aléa.
Et puis, il y a les situations où on n'est pas préparé parce que là, c'est vraiment l'élément fortuit. C'est l'accident. Et ce sont les deux situations sur lesquelles nous, en tout cas urgentistes, on est confrontés et qu'on doit gérer avec le maximum de lucidité. D'un point de vue managérial, en général, moi je dirais que s'il y avait une seule chose à illustrer, c'est qu'un leader est généralement garant d'une entité et d'un groupe humain. Donc, il doit avant tout être capable de formaliser, d'organiser ce groupe humain pour que ce groupe puisse lui-même répondre à l'aléa et au fortuit. Et ça va à l'encontre d'un certain nombre de choses qu'on a en tête, surtout dans les systèmes de grandes entreprises occidentales, qui est ce fantasme de la prédiction. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui beaucoup plus de moyens qui sont mis sur essayer de prédire l'avenir, alors que globalement on n'y arrive pas. Donc on arrive à faire des choses maintenant parce qu'il y a des récurrences, mais on n'arrive jamais à prévoir les ruptures. Et ça, je pense qu'on n'y arrivera jamais. Donc, malgré le fait qu'on soit conscient, qu'un certain nombre de personnes soient conscientes de cette incapacité à prévoir, on met des moyens considérables dans le plan, dans cette capacité à se dire on se projette le plus loin possible et on va organiser le chemin qui va de la situation actuelle que je maîtrise, puisque j'y suis, à la situation souhaitée et si possible à 5 ans, tant qu'on y est. Ça, je considère qu'un grand leader, c'est pas ça son job. Son job, c'est d'abord d'avoir cette conscience de l'incertitude et du fortuit, et ensuite d'être capable d'organiser ses troupes pour que face à un événement imprévu, les troupes soient capables de réagir. Et pour ça, il y a quelques petits éléments qui se retrouvent assez bien dans les entités qui fonctionnent et qu'on appelle des entités plus ou moins agiles, enfin plutôt agiles. C'est une capacité à déléguer des prises de décision. Vous avez, là encore, j'oppose ça à certaines grandes organisations, où la moindre décision, il faut l'escalader jusque là-haut pour qu'il y ait une décision qui soit prise. Et c'est le monde de l'indécision et du reporting, et du contrôle. C'est-à-dire qu'un manager, il est là pour reporter à sa hiérarchie, contrôler ce que fait en bas, mais certainement pas pour prendre une décision. Deuxièmement, les gens que vous mettez en situation de décision, il faut qu'ils aient une latitude et il faut qu'ils partagent une information. C'est-à-dire que pour avoir une cohérence dans un système qui est agile, à la différence d'un système très rigide où là, si tout là-haut vous savez quoi faire, les autres sont à votre service, donc il n'y a pas de problème. Comme c'est de l'intelligence collective, il faut partager l'information. Il faut partager l'objectif, il faut partager un certain nombre d'éléments de contexte, de façon à ce que quand quelqu'un est en situation de décider et que ça ne se passe pas comme prévu, il puisse se dire, bon, je ne pourrais pas faire ce qu'on m'a demandé, mais je pourrais faire quelque chose qui va servir quand même la cause. Et toujours cette acceptation, cette capacité à la remise en cause. C'est-à-dire être capable de dire, oui, je vous ai dit, il faut aller là, et vous savez quoi, c'était une bêtise, et on va modifier la direction. Et ça, c'est quelque chose, encore une fois, dans nos sociétés business occidentales, malgré le fait qu'on passe notre temps à dire il faut faire du test and learn, il faut le droit à l'erreur, etc. Je veux vous dire que quelqu'un qui pose une question idiote en réunion, ça ne se passe pas toujours bien. Voilà. Donc, en attendant, si on arrive à mettre ça en place et que le leader est capable d'entraîner tout cela, qui veut souvent dire qu'il s'efface derrière un certain nombre de ses collaborateurs ou de ses subordonnés, là, on a quand même un système qui, théoriquement en tout cas, peut être plus agile et fonctionner dans plus de cas que des systèmes très rigides, même s'ils sont très puissants. Eh bien, écoutez, merci. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Donc, merci Claude Lapendrie. Je répète que vous êtes l'un des fondateurs du SAMU mondial. Et merci Laurent Moisson. Vous êtes historien et entrepreneur. Merci beaucoup. Merci. Avant de vous quitter, il nous reste quelques petites choses à rajouter. Tout d'abord, un grand merci à nos invités pour leur temps et la richesse de leurs échanges. Si vous cherchez les notes, des extraits, des références citées dans le podcast, vous pouvez aller directement sur le compte Instagram de Croisement. Croisement au pluriel. Nous sommes à l'écoute de vos remarques et commentaires. N'hésitez donc pas à laisser un avis sur iTunes, à vous abonner et à le partager. Merci à tous et à très vite pour un nouvel épisode.